Bonjour à vous. Définir l'homme, tel est donc le thème de ce colloque. Définir l'homme, n'est-ce pas là une entreprise présomptueuse? Entendons l'avertissement de Pascal, si prompt à débusquer les paradoxes et même les contradictions de nos raisonnements. Je cite, « Quelle chimère est donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige, juge de toutes choses, imbécile ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? Que deviendrez-vous donc, ô homme, qui cherchez quelle est votre véritable condition par votre raison naturelle? Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile. Apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Fin de citation. Si l'homme passe infiniment l'homme, comment se risquer à une définition de l'homme? Le sous-titre du colloque, approche pluridisciplinaire, lui assigne, je crois, un objectif plus modeste. À travers la diversité de points de vue raisonnés, qu'ils soient scientifiques, philosophiques, théologiques, approcher modestement le mystère de l'homme. Mais ici se pose une autre question due à l'ambiguïté du mot « homme » en français. Les organisateurs du colloque entendent-ils traiter de l'espèce humaine ou du genre masculin? La réponse, je crois, est dans l'illustration du tract de présentation du colloque, reprenant la magnifique fresque d'Adam et Ève par Masolino da Panencale dans la chapelle Brancacci à Florence. Ainsi, le colloque porte-t-il essentiellement sur la complémentarité de la distinction homme-femme, bruyamment remis en cause aujourd'hui par des courants postmodernes. Puisque Pascal est l'illustration du colloque m'y encourage, je me risquerai, en passionné de la Bible, à une brève relecture de la révélation divine dans le récit de la création au livre de la Genèse. Il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. C'est donc à partir de la relation homme-femme, plus qu'à partir de la seule personne individuelle, que l'humanité a été créée à l'image de Dieu. On sait comment Jésus a repris et fusionné les deux récits de la création pour souligner l'union indéfectible de l'homme et de la femme dans le mariage. Ainsi, dans l'évangile de saint Matthieu, dès le commencement,
le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ainsi, l'altérité homme et femme, en vue de leur union dans l'égalité de leur dignité humaine, n'est pas une différence comme les autres qui pourraient être manipulées au gré d'opinions changeantes. Elle est au fondement de toutes les relations interpersonnelles. À partir de la distinction primordiale entre l'homme et la femme et de leur rencontre, on apprend à se reconnaître fils et filles d'un père et d'une mère, frères et sœurs dans une famille. On apprend à trouver sa place dans la communauté humaine en respectant chacun dans son altérité. On apprend donc à devenir vraiment soi-même à travers toutes ces relations différenciées qui nous construisent comme personnes humaines au sein de la société. Cette altérité fondatrice trouve son lieu de réalisation dans l'institution du mariage, au croisement du corporel et du spirituel, de l'intime et du public, de la nature et de la grâce. Croisement où s'enracine la construction personnelle de chacun d'entre nous et la construction de la société tout entière dans la suite des générations. Il me reste maintenant le devoir et le plaisir d'exprimer ma reconnaissance à ceux qui ont été les organisateurs dévoués, efficaces de ce colloque conjoint entre l'ICES et le diocèse de Luçon. Monsieur l'abbé Philippe Marie Hérault et Madame Marie-Pierre Chéreau. Je remercie aussi chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de participer à ce colloque sur le sujet délicat dans le contexte d'aujourd'hui, mais passionnant depuis toujours. Qu'est-ce que l'homme ? Le professeur René Cochard, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, est médecin de l'université Claude Bernard à Lyon. Il est épidémiologiste, professeur de biologie de la reproduction. Il a beaucoup écrit, beaucoup d'articles scientifiques, pour un total de plus de 275 articles. Et aujourd'hui, avec son épouse, il travaille à la promotion de l'écologie humaine. Et il a publié plusieurs ouvrages, Intimité, sexualité, fécondité, par exemple en 2015. La grammaire de la vie, en 2022. Et avec son épouse, ils sont aussi coéditeurs de l'encyclopédie sur la sexualité humaine, l'amour et la fécondité. Et puis dans son dernier ouvrage, dans son dernier ouvrage que vous devez pouvoir trouver là-haut, Hommes-Femmes, ce que nous disent les neurosciences, qui va être donc le sujet de son intervention, où on va aller creuser les fondements scientifiques, neuroscientifiques, physiologiques de l'anthropologie. Et là, donc, on va quitter la drosophile pour vraiment, et le crocodile pour s'intéresser vraiment à l'homme et à la femme dans l'espèce humaine. Donc, cher professeur, je vous cède la parole. Je me mets un petit chronomètre pour ne pas déborder mon temps, mais vous me ferez des grands gestes désespérés si je dépasse mon temps. Voilà, démarrer. Paf. Voilà. Bien, écoutez, moi, je suis vraiment heureux de participer à ces 2 jours de recherche, dans le fond, sur définir l'homme. Monseigneur nous a montré qu'il fallait qu'on reste paisible, parce qu'on n'y arrivera peut-être pas à nous tout seuls, mais voilà, il est bon de participer à cette réflexion. Voilà.
Et donc, moi, je vais essayer de vous apporter ce que on découvre quand on lit les travaux des neurosciences. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre sur l'homme et la femme? Et en fait, quand même, ma présentation sera dans un contexte. C'est panique à bord, c'est-à-dire panique dans les écoles, hein, devant une épidémie tout à fait inattendue de souffrance qu'on appelle dysphorie de genre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais plus globalement, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui aussi, et peut-être surtout, c'est qui sont l'homme et la femme? Bien sûr, il y a cette souffrance d'enfants et de familles devant ce drame, mais est-ce que ce n'est pas une merveilleuse occasion de mieux comprendre qui nous sommes? Donc, en somme, deux parties dans ma petite présentation, la dysphorie de genre à l'école, et puis, ma foi, vu tout cela, comment aujourd'hui il serait bon, il me semble, de parler du sexe. Tout d'abord, la dysphorie de genre, et je prendrai le point de vue des neurosciences, qui est le seul pour lequel j'ai vraiment travaillé, et je peux participer, j'espère, de manière un peu constructive à ces 2 jours de recherche. Eh bien, je rappelle, la dysphorie de genre qualifie celui ou celle qui estime que l'anatomie qui est la sienne, son sexe, mon anatomie, ne correspond pas à ce que je pense être. C'est ça la dysphorie de genre. Mon anatomie ne correspond pas à ce que je pense être et que je définis comme mon genre. C'est ça qui est particulier. C'est définir son genre à partir de ce qu'on pense. C'est la particularité du moment. Donc, la dysphorie de genre à l'école, l'enfant exprime une souffrance, l'adulte est désemparé, ainsi que les autres élèves de la classe. Qui dit souffrance dit que la chose première est en effet l'accueil bienveillant. Et je pense que le docteur Flavini nous le précisera. Premier pas, accueil, pardon, comment je l'ai appelé, Christian? J'ai fait une erreur de nom. Non, je réfléchis si je serais pour la bienveillance ou non, mais je vais y réfléchir. Mais il est très taquin, en fait. Donc, Christian, Flavini, peut-être, sera bienveillant. Et quoi qu'il en soit, la question que je vais plutôt travailler avec vous, c'est doit-on accéder à la demande? Donc, 3 questions se posent sur le plan scientifique sur ce point. Doit-on accéder à la demande? Premièrement, l'enfant en âge scolaire a-t-il terminé sa maturation sexuelle? Deuxième question, comment se fait l'unité sexuelle entre le cerveau et le reste du corps? Et troisième question, la médecine peut-elle agir pour reconstituer l'unité sexuelle? Tout d'abord, donc, un enfant en âge scolaire a-t-il terminé sa maturation sexuelle? Non, en fait, car la maturité du cerveau n'est acquise qu'à 25 ans, disons, c'est-à-dire 22 ans en moyenne chez les filles, 24 ans chez les garçons. Et en fait, je veux vous présenter le développement de la maturation de l'identité sexuelle, de la conception à 22-24 ans. Comment ça se passe? Globalement en 3 étapes. La première étape commence à la conception et se termine à 1 an de l'enfant, en fait. C'est-à-dire que la première étape est tout à la fois dans le ventre de notre maman et la première année après notre naissance. Il faut les deux pour donner les fondations que nous avons, qui nous sont données en tant qu'hommes ou femmes. Nos fondations se passent dans le ventre de notre maman et au cours de la première année. Dans le ventre de notre maman, sous l'effet de nos chromosomes, donc XY chez l'homme, XX chez la femme, eh bien là, on nous l'a dit d'ailleurs, ça sera surtout la testostérone que l'on connaît comme active, c'est-à-dire qu'ayant plus de testostérone, le garçon sera masculinisé dans son cerveau autant que dans ses organes génitaux.
C'est-à-dire que biologiquement, notre cerveau est vraiment masculinisé sous l'effet de la testostérone, et en absence de testostérone, le cerveau est féminisé. On verra progressivement en quoi. Et puis, pendant la première année de vie de l'enfant, il y a une imprégnation hormonale différente chez le garçon et la fille, des estrogènes chez la petite fille, qui a moins de 1 an, et de la testostérone chez le petit garçon, et cela pendant quelques mois. La nature a eu besoin, pour terminer nos fondations, de ce temps hors du ventre de la maman. Progressivement, les années qui viendront nous diront comment. Ça s'appelle une mini-puberté, une première puberté qui se passe avant 1 an, et donc c'est très intéressant. Progressivement, on comprendra pourquoi. Et puis, quand le petit a 1 an, et cela jusqu'à la veille de sa puberté, on rentre dans le deuxième temps, qui est comme un stage pratique. C'est-à-dire que petits garçons, petites filles n'ont plus de climat hormonal différent, mais ils ont les fondations. Donc le petit gars et la petite fille sont bien des garçons ou des filles, et ils font leur stage. C'est-à-dire qu'ils vivent en garçon ou en fille. Et on le sait, dans toutes les espèces, c'est très très important, les jeux des enfants, leur manière de se conduire, que ce soit des petits humains ou des petits animaux, ce temps de jeu, de vie du petit lui permet vraiment c'est son stage de garçon ou de fille. Il est très important de ne pas le perturber. Il ne faut surtout pas qu'intellectuellement, nous organisions les enfants pour faire porter des jupes aux petits garçons ou des choses comme ça. C'est très très malsain. Laissons l'enfant jouer avec des camions, des poupées, ce qui lui est bon. Il fait son stage. Et la nature lui a donné tout ce qu'il faut pour ce stage. Et puis voilà que le petit, à 10-12 ans, il entre dans cette merveilleuse deuxième douzaine, qui est une découverte, je crois, la deuxième douzaine, vraiment, des neurosciences et des éducateurs de ces 15 dernières années. C'est qu'en fait, l'adolescence n'est pas l'âge bête, l'adolescence n'est pas une création des pays riches, l'adolescence d'ailleurs existe chez l'animal, c'est un temps de transformation complète du cerveau, c'est une mue du cerveau. Regardez un petit garçon que vous voyez de 10 ans, une petite fille, et regardez le même à 20 ans. Ce n'est plus le même personne. Moi, j'ai des petits-enfants, je les vois, quand ils démarrent leur adolescence, c'est vraiment une autre personne. C'est une mue. Hein, on passe de la chenille au papillon. Il en est de même dans le cerveau. Donc cette deuxième douzaine est tout à fait essentielle. Une douzaine, on peut la diviser globalement en 3 fois 4, même si c'est trop rigide. 4 années de puberté, 4 années de suite de l'adolescence et 4 années d'émergence de l'âge adulte. Alors, comment cela se passe-t-il ? Eh bien, excusez-moi. Les 4 années de puberté ont une mission. C'est très hormonal, la puberté. Et ça a une mission, c'est de nous rendre aptes à transmettre la vie. Donc, on acquiert, que ce soit garçon ou fille, tout ce qui est nécessaire pour transmettre la vie. Cependant, quand vous avez 16 ans, vous n'êtes pas capable de faire famille, vous n'êtes pas capable d'élever des enfants, donc on est capable biologiquement de transmettre la vie, on peut tomber amoureux, mais on n'est pas capable de faire famille, on n'est pas capable de transmettre la vie, c'est-à-dire que dans l'espèce humaine, comme dans plusieurs espèces animales, beaucoup d'espèces animales, on ne transmet pas la vie à la fin de la puberté. Il faut d'autres temps. Et nous avons encore 8 années. Un jeune de 16 ans, encore 8 années de maturation sexuelle. Donc, il peut être mal à l'aise éventuellement. En effet, il est en plein parcours de transformation. Il va encore avoir au moins 2 fois 4 ans. Le premier pas suivant, c'est la suite de l'adolescence, qui est le passage à la vie sociale. L'enfant passe de « je suis dans la famille avec papa-maman » à « je vais dans la société ». Et donc, il faut une mutation totale. Donc, le cerveau se transforme et pousse l'enfant. Par exemple, eh bien, c'est à cet âge-là que le petit dit « moi, je veux quand même être habillé de manière à être accepté par les autres ». Le demande de vêtements de marque est quasiment... c'est une question de survie.
C'est une question de survie. Pour lui, il faut qu'il soit accepté par le groupe social. C'est le moment de prise de risque, c'est le moment où on va trop vite. Si on nous paye une mobilette ou une moto, on se met en danger, c'est une prise de risque, etc. Et cela est dû au cerveau qui nous pousse à aller, à sortir. Cette manière de vivre dans ces 4 années est colorée de ce qu'on a acquis dans la puberté. C'est-à-dire que la jeune fille et le jeune garçon ne se conduisent pas pareil dans leur accès à la vie sociale. Et ça va être encore plus net quand on va parler de la 3e période de la 2e douzaine, qui est l'émergence de l'âge adulte. Vous pensez donc à une jeune fille de 18 à 22 ans, ou un garçon, ça peut être de 20 à 24 ans, enfin tout ça est un peu souple en durée. En effet, cette émergence de l'âge adulte est vraiment une acquisition humaine. C'est quoi? C'est l'acquisition du discernement. Au niveau des neurones, ça se passe en particulier dans le lobe préfrontal que je vous ai mis coloré ici. Le lobe préfrontal se développe de manière accélérée pour nous rendre capables de discerner. Pour les neurosciences, discerner, c'est avoir au même moment à l'esprit ce qui est raisonnable et ce qui est émotionnel, et être en mesure de prendre une décision parce qu'elle est juste, après avoir pris en compte le rationnel et l'émotionnel, et être capable de dire « je choisis cela », alors que l'émotionnel m'aurait poussé à autre chose, et le pur rationnel à autre chose. Donc cette synthèse, on est énormément aidé à le vivre autour de la vingtaine, et cela, c'est un acquis de quelques rares espèces, mais surtout de l'espèce humaine, et je le dis pour l'anecdote, mais c'est important pour comprendre la biologie, c'est un acquis, entre autres, grâce à l'existence des grands-parents. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait un temps de la vie où on n'a pas d'enfant de son propre corps pour être libre, pour aider les jeunes couples, les jeunes parents, à élever leurs enfants, pour avoir ainsi des gens qui deviennent adultes au-delà de la vingtaine. Vous vous rendez compte? Donc pour qu'on puisse accompagner le jeune si longtemps et lui transmettre tout ça, il faut qu'il y ait des personnes sans enfants qui aident les parents. C'est très important. Et donc les biologistes appellent ça notamment the grandmotherhood effect, l'effet grand-mère. C'est toutes ces choses que la biologie a données pour qu'on puisse comme cela donner à nos enfants tout ce qu'on leur donne, n'est-ce pas? Eh bien cela à nouveau est très différent chez le garçon et la fille. Pourquoi? Par exemple, notamment, les garçons, la nature nous protège contre l'émotionnel. C'est-à-dire que l'émotionnel, vous savez, est quelque part collecté autour de ce qu'on appelle l'amygdale cérébrale. Au niveau de l'amygdale cérébrale, se gère de manière importante l'émotionnel. Eh bien, l'amygdale cérébrale, chez nous les hommes, nous est quelque part cachée. C'est-à-dire que les voies de connexion entre l'amygdale cérébrale et le lobe préfrontal sont très peu rapides chez l'homme. Ce qui fait que nous pouvons analyser des choses rationnellement, protéger contre l'émotionnel et prendre des décisions absolument étonnantes parce que nous ne tenons pas compte. Au contraire, la femme a de telles connexions rapides entre l'amygdale cérébrale et le préfrontal que l'émotionnel est toujours présent quand elle prend une décision. D'où sa richesse d'aptitude à prendre en compte les deux. Mais dans une société, je pense qu'on conviendra facilement du fait qu'il faut les deux. Il faut des gens qui prennent des décisions un peu à l'aveugle, comme ça, et puis des gens qui disent « Attends, tiens quand même compte de la dimension émotionnelle ». Donc c'est une richesse extraordinaire. Autre exemple tout à fait, moi je suis frappé, passionnant, c'est que, vous voyez, le garçon, par exemple, facilement peut prendre une grande décision du style « Allez, chérie, on part habiter dans le sud, il fait tellement meilleur ». En oubliant l'homme, en oubliant totalement tout ce qu'il y a à faire pour déménager. La femme lui dit « Mais chérie, ça veut dire vendre l'appartement, en trouver un autre, changer l'école des enfants, etc. » Pourquoi? Eh bien parce que la femme a en permanence l'amygdale cérébrale présente à son esprit. Or, c'est dans l'amygdale cérébrale que se maintient la connaissance de toutes ces phases
à remplir pour atteindre un but. C'est un peu extraordinaire, vous voyez. Donc, notre deuxième douzaine se passe de manière différente chez le garçon et la jeune fille. Et donc, eh bien, un enfant en âge scolaire n'a pas terminé sa maturation sexuelle. La maturation sexuelle n'est acquise que vers 22-24 ans. Et donc, évidemment, ça peut être difficile quand on est en cours de changement. C'est évident qu'un jeune peut être perturbé, de la même manière que ça peut être difficile de s'accepter petit. Mon papa avait du mal à s'accepter petit, donc il disait tout ce qui est petit est joli. Il s'en est sorti. Mais on a tout à accepter quand on grandit. Eh bien, on peut avoir du mal à accepter qu'on se trouve être un garçon et qu'il paraît que les filles c'est mieux ou inversement, vous voyez. Et donc oui, ça peut être très douloureux, très difficile, mais on est en cours de route. Donc on peut donner vraiment de l'espérance aux parents et à l'enfant. Ne t'inquiète pas, tu vas recevoir encore 6, 8 années pour devenir vraiment ce que tu es. Comment se fait l'unité sexuelle entre le cerveau et le reste du corps? Eh bien, ça a été très bien présenté par l'orateur précédent, mais les chromosomes sexuels sont présents et actifs dans toutes les cellules du cerveau et du reste du corps. C'est-à-dire que les chromosomes sexuels sont les mêmes dans toutes les cellules de notre corps, que ce soit le cerveau ou le reste. Donc, ils nous aident à être notre unité sexuelle. Deuxième chose, les hormones. Les hormones sexuelles, ce sont les mêmes. C'est ce qui nous a été dit. La même testostérone masculinise mon corps et masculinise mon cerveau. Cela aide à notre unité. Si bien que les scientifiques disent, notamment Simon Baron-Cohen, qui est spécialisé dans ce sujet, à la naissance déjà, le cerveau féminin est principalement câblé pour l'empathie. Cette aptitude à lire dans le cœur des autres ce dont ils auraient besoin. Et cette blessure émotionnelle lorsque l'autre souffre. Alors que l'empathie de l'homme passe plutôt par ce qu'on appelle de l'empathie cognitive. Nous, les hommes, c'est de quoi a-t-il besoin? Et ensuite vient la souffrance de voir l'autre souffrir. Alors que la femme, plutôt, est prise d'abord, entre dans l'empathie par le souci de la souffrance de l'autre, et ensuite cherche les solutions pour répondre. Voyez. Donc, en somme, à la naissance, le cerveau féminin est principalement câblé pour l'empathie, avec l'aptitude qui a été démontrée à lire ce qui se passe dans le cœur des autres, qui est très fort chez la femme, est déjà présent à la naissance. Le cerveau masculin est principalement câblé pour la compréhension et la construction des systèmes, le goût de la globalité. Et ça, c'est présent déjà à la naissance. Raconter une histoire, moi j'ai 15 petits-enfants, donc je raconte bien des histoires. Les petits gars se souviennent de la globalité, les petites filles plutôt du détail. C'est pas juste une sorte de taquinerie, c'est un don qui est donné par la nature pour qu'on contienne à la fois la globalité, c'est confié comme mission à messieurs, et les détails, mission confiée, la vigilance, à la femme. Voyez, nous sommes complémentaires en cela. Deuxième chose, et ça c'est plus récent, voyez, comme découverte, c'est qu'à tout âge, nos chromosomes sexuels ne dorment pas. Ils influent sur l'activité des cellules, du cerveau et des autres organes. Des travaux assez récents. Dans les 10 dernières années, on a quantifié le nombre de gènes. Vous voyez, les chromosomes sexuels mettent au travail les autres chromosomes de manière différente chez un homme et une femme. Il y a entre 20 et 30% des gènes qui ne travaillent pas tout à fait pareil chez un homme et une femme dans une cellule, y compris dans le cerveau. Dans le cerveau, je crois qu'on l'a montré dans 35 endroits du cerveau. Donc, en somme, vous voyez, nous sommes hommes ou femmes par nos hormones et nos chromosomes qui sont présents dans toutes nos cellules. Donc tout cela nous aide à trouver notre unité. La médecine, qu'est-ce qu'elle peut faire? Déjà, ce qu'elle ne peut pas faire, elle ne peut pas faire un corps d'homme à partir d'un corps de femme. Ça, elle ne peut pas, elle ne sait pas faire. Elle ne peut pas non plus faire un corps de femme à partir d'un corps d'homme. C'est ce qu'on lui demande, elle n'en est pas capable. Ce qu'elle peut faire, elle, c'est donner un aspect extérieur
d'une personne de l'autre sexe. Ça, on sait de mieux en mieux faire. Progressivement, on peut donner l'apparence, comme un vêtement, mais qui touche le corps aussi. Mais cela au prix de mutilations affreuses, je n'ose pas décrire, d'une stérilité systématique, de maladies, de l'ostéoporose, des infarctus du myocarde et de soins quotidiens. Les personnes sont obligées de s'auto-soigner ou d'être soignées toute leur vie. Donc la médecine n'est pas capable de reconstituer l'unité sexuelle. Donc, le plus souvent, la souffrance du jeune est à accueillir de manière bienveillante et à accompagner. C'est-à-dire que la souffrance du jeune n'est pas véritablement la dysphorie de genre qui était reconnue comme une maladie qu'on connaissait chez l'adulte. On comptait peut-être 1 millier de personnes en France autrefois qui avaient cette maladie. C'était une maladie, je ne suis pas capable d'en parler sérieusement, mais comme il faut, mais ça existait. Tous ces jeunes qui vont apparaître dans les écoles de plus en plus, on s'attend à 10, pourquoi pas 20% des enfants qui vont se signaler comme ça, s'accrochent à cette affaire-là comme on s'accrocherait dans d'autres générations à d'autres choses. Est-ce que c'était les cheveux longs? Moi, quand j'étais jeune, c'est les cheveux longs. J'avais les cheveux longs quand j'étais ado. On s'accroche à des trucs. C'est difficile de grandir, n'est-ce pas? Mais l'ennui, c'est que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Quoique la drogue, des jeunes qui se droguent pour faire partie du groupe, c'était dangereux aussi, n'est-ce pas? Donc, un très grand danger. Mais par contre, il est absolument nécessaire d'accompagner. Moi, j'appelle de mes voeux à ce qu'on accompagne ces jeunes qui souffrent, comme on accompagne la dyslexie avec de l'orthophonie ou la dyspraxie avec des soignants qui accompagnent. On ne peut pas abandonner les jeunes dans cette situation, et les parents. Donc, oui. Donc, accompagner le jeune pour devenir qui il est. En effet, ce n'est pas facile de devenir qui je suis. Je pense personnellement qu'on est au moment où on va pouvoir enfin reparler du sexe de manière intéressante et importante. Et les neurosciences nous éclairent bien sur la manière dont il conviendrait aujourd'hui de parler de sexe, de manière à pouvoir rencontrer tout homme, toute femme, indépendamment d'une approche, une porte d'entrée religieuse qui nous est presque interdite parfois. Et donc, la science peut être une bonne entrée. Bon, donc, comment parler du sexe? Je vous propose qu'on se pose 3 questions. La première question, c'est quel langage employer sur le sens du masculin et du féminin dans les espèces animales? En effet, les jeunes sont très touchés par les espèces animales et il y a beaucoup de belles choses. On a déjà vu cette introduction. Il y a beaucoup de belles choses en abordant l'animal, mais en vérité, en abordant l'animal, quelque part, avec les jeunes, on peut quelque part les préparer à aborder l'homme sans déclencher chez eux des rejets, parce que sous prétexte qu'on veut leur imposer des points de vue. L'animal, on constate avec beaucoup moins de passion ce qui se passe. Ensuite, quel langage employer sur le sens du masculin et du féminin dans l'espèce humaine? Et là, on est gâté parce que, on doit le dire, les chrétiens ont excellé depuis Vatican II. Il y a un travail merveilleux qui a été fait par que ce soit les scientifiques, les théologiens ou les philosophes pour parler du masculin et du féminin, donc comment en parler correctement. Et puis quel langage employer sur l'inné et l'acquis, parce que c'est vraiment un coin très très important, ce qui est inné, que je reçois, et qui je deviens. Un langage clair sur ça est une très grande richesse aujourd'hui aussi. Donc tout d'abord, le langage employé sur le sens du masculin et du féminin dans les espèces animales. Eh bien la première chose pour moi, la découverte, plus je travaille, plus je suis émerveillé par ça, c'est que nos gonosomes XY ou XX ne structurent pas que notre sexe, ils structurent la vie du groupe familial de l'espèce, ce qui est tellement riche. Les inséparables, ces beaux oiseaux, qui ont l'impression qu'ils ont une très bonne éducation chrétienne, ils s'aiment énormément, c'est vraiment, ils prennent soin l'un de l'autre, c'est extraordinaire. Et ben non, c'est dans leurs chromosomes. Les chromosomes ont défini à cette espèce, ont donné à cette espèce leur mode de vie familial. La famille cygne se conduit de la même manière ici
ou à Paris, ou en Suisse, car c'est dans les chromosomes que la manière de s'occuper des petits est écrite, la manière d'être fidèle ou pas ensemble est écrite, c'est dans les chromosomes, donc c'est dans notre nature. Le lion et la lionne, je vous en reparlerai dans un petit instant, mais parce que c'est typique, c'est vraiment dans les chromosomes que la structure du groupe familial est écrite. De la même manière, vous savez, le loup et la louve, modèle de fidélité, modèle de fidélité et d'attachement conjugal, eh bien, c'est écrit dans leurs chromosomes. Une fois de plus, c'est pas grâce aux cours qu'ils ont reçus à l'ICES, parce qu'il y en a très peu. Et puis, les éléphants d'eux-mêmes. C'est-à-dire que XY ne définissent pas seulement la conjugalité, mais aussi les générations. On a appris il y a peu d'années que dans une harde, s'il y a une grand-mère, les grand-mères sont très importantes. Dans une harde, s'il y a une grand-mère, il y a 6 fois plus de chances que les petits arrivent à l'âge adulte. 6 fois plus de chances s'il y a une grand-mère. Vous vous rendez compte? Ça, c'est écrit dans les chromosomes. C'est-à-dire que dans les chromosomes, il est écrit non seulement la conjugalité, mais la structure des générations. C'est absolument extraordinaire. Et tout ça, on peut le découvrir et s'en réjouir. En parlant de l'animal, on craint moins d'agacer le jeune, ce qu'on ferait si on parlait tout de suite de l'humain. Et quand on regarde le lion et la lionne, vous voyez, eh bien, en fait, le sexe ne leur donne pas que la reproduction, leur donne aussi leur aptitude complémentaire pour la subsistance du groupe familial. La lionne a le tempérament, l'inclination et l'aptitude à courir après la proie et à la tuer pour le groupe familial. Le lion, lui, est beaucoup trop gros, est incapable de poursuivre le zèbre. Incapable, oui, mais seul capable de défendre le groupe familial. Donc, les chromosomes lui donnent des aptitudes complémentaires, mais pas complémentaires pour soi, complémentaires pour le groupe familial. Je suis un homme, pas que pour moi, je suis un homme pour ma famille et pour la société. Ça devient motivant. Donc, notre sexe nous donne des aptitudes psychiques et physiques qui sont adaptées l'un à l'autre. Il n'y a pas un tempérament de lion sur un corps de lionne ou un tempérament de lionne sur un corps de lion. Ça ne marcherait pas. Ce ne serait pas du tout optimal. Le tempérament est adapté à la mission dans le groupe familial. Deuxième élément, extrêmement fondamental, le lien structurel entre l'attrait entre le masculin et le féminin et la transmission de la vie. Il y a un lien dans toute la création entre l'attrait mutuel du masculin et du féminin, la fidélité, par exemple, regardez, les oiseaux, leur fidélité, la longueur de la fidélité chez les oiseaux est définie en fonction du petit, des besoins du petit. Pareil chez les herbivores. La fidélité est fonction des besoins pour la survie du petit, pour qu'il arrive à l'âge d'autonomie. Donc, il y a un lien structurel total entre l'attrait, l'amour en fait, la base de l'amour, et la transmission de la vie. Qu'en est-il chez l'homme? Eh bien, chez l'homme, c'est bien XY et XX auxquels le Créateur a donné comme mission de structurer la vie de la famille humaine. La famille humaine n'est pas une invention de notre société patriarcale, je ne sais trop quoi. C'est vraiment une structure qui est écrite dans nos chromosomes et qui nous est donnée. Le corps et le psychisme sont complémentaires pour la subsistance de la famille. C'est-à-dire que mon corps d'homme et mon psychisme d'homme sont unis de la même manière que le psychisme du lion est uni au corps de lion. Et cela pour le groupe familial, pour la substance. Donc si je me sens des potentiels que je peux mettre en œuvre là où je suis, dans la société, au travail ou dans la famille, merveille, c'est des choses qui me sont données pour le groupe social, pour le groupe familial, comme dans toute la création.
Et puis, le lien structurel entre amour entre hommes et femmes et transmission de la vie, c'est le lien entre union et procréation qui est central à tout l'univers. C'est le lien entre alliance et filiation. C'est vraiment écrit dans notre nature, dans nos chromosomes. Et donc, en parlant comme cela petit à petit, dans notre enseignement, il me semble que ça va avoir un effet positif et apaisant dans une société où finalement on aime le rationnel. Je vous donne des exemples d'aptitudes masculines. Je vous ai dit la forme masculine de l'empathie, elle est plutôt cognitive, je sens les besoins. Ensuite, je suis ému, moi aussi, bien sûr, hein, c'est toujours en moyenne. Mais ce côté cognitif, regardez ce qui est typique, on regarde la télé, on apprend qu'il y a un tsunami. L'homme dit au bout d'un moment, chérie, il faut qu'on leur envoie de l'argent. La femme dit, mais attends, si on a de l'argent, il faut peut-être payer des cours de maths aux petits parce qu'ils peinent. C'est typique, voyez. L'empathie pour le lointain, pour le global, et l'empathie pour le proche, la belle complémentarité. Ça, c'est donné dans notre biologie. La confiance en soi. Les hommes, on a besoin d'avoir confiance en nous. Bon, des fois, on ait peut-être un peu moins confiance en nous, parce que parfois, on a confiance en nous même quand on fait des bêtises. Mais heureusement que la testostérone nous donne confiance en nous. Et vous savez qu'activement, les estrogènes freinent la confiance en elle de la femme. C'est actif. La revendication des droits. Ici, c'est chez nous. Vous respectez. Le gouvernement n'a pas à dire comment on élève mes enfants. Moi, c'est un sentiment fort chez moi. Ça, c'est typiquement masculin. La testostérone nous rend vraiment... On insupporte les ingérences de l'extérieur. On veut respecter le principe de subsidiarité. Nous sommes aidés en cela par notre nature masculine. L'amplificateur, les hommes, quand ils sont généreux, sont très généreux, et quand ils font des bêtises, ils font des grosses bêtises. C'est très, très, très masculin, ça. Eh bien, là aussi, ça nous est donné par notre nature, vous voyez, parce qu'il faut qu'il y ait des grands projets pour que la société vive. La femme, elle a la forme féminine de l'empathie. Elle rentre par l'émotionnel. Le cognitif vient après. Elle sent d'abord la souffrance, et puis elle cherche des solutions. Mais elle risque de souhaiter longtemps parler de l'émotionnel. Moi, je suis un vieux marié, 40 années de mariage. Souvent, maintenant, c'est super. Avant, on se disputait. Mais c'est super, on rigole. Isabelle m'exprime une souffrance. Moi, avant, je cherchais tout de suite une solution. Mais ça l'agaçait. Enfin, puis moi, je trouve ça m'agaçait, je n'avais pas de solution. Elle me disait, mais je ne te demande pas de trouver une solution, je te demande juste de m'écouter. Voilà, mais c'est merveilleux, il faut les deux, n'est-ce pas? Mais ça nous est donné par nos chromosomes. Plus de dimensions, donc plus de place donnée à la dimension émotionnelle, que c'est beau d'ailleurs. Plus de prise en compte des étapes nécessaires pour atteindre un but, grâce à l'amygdale cérébrale qui n'est pas cachée, comme chez nous, la nature nous cache un peu notre amygdale cérébrale. Moins de goût de prise de risque chez la femme, et on sait pourquoi, parce qu'il faut absolument qu'elle protège la vie. Donc, quoi qu'il arrive, pas de risque, on assure. Moins d'inclination, donc, à se lancer dans l'aventure, parce que de fait, il faut protéger l'existant déjà. Donc, des dons féminins extraordinaires. Pour terminer, donc, l'inné et l'acquis. L'inné et l'acquis. Ben, notre inné, il est clair, c'est dans nos chromosomes. Et puis les hormones complètent. Ça inonde le corps, donc ça complète. Voilà. Mais l'éducation est absolument essentielle pour montrer l'horizon. L'éducation, c'est petit à petit, moi, à mes petits-enfants, avec Isabelle, ce qu'on essaye, c'est qu'ils admirent ce qu'ils peuvent devenir. On chope toutes les occasions qu'ils nous donnent pour dire « Ah oui, ça sera super, quand tu seras un homme, ce sera génial, tu seras une femme, ce sera super, on a des échantillons de deux tout proches de nous, c'est merveilleux. » Et donc, montrer l'horizon, comme c'est beau d'être qui tu es, de devenir qui tu es, montrer l'horizon. Et puis, avoir bien conscience que les actions, les choix, sculptent la personnalité. Les neurosciences ont bien montré ça, que de la même manière que si je fais de la musculation, mes muscles gonflent, si je pratique quelque chose,
c'est la plasticité cérébrale. Mes neurones s'adaptent pour rendre plus aisé ce que je fais. L'éducation et l'exercice de la liberté permettent de développer le potentiel de notre nature. Devenir libre, c'est-à-dire d'être apte à réaliser ce que je sens être bien, ça nécessite que je pose des actes bons. Donc ça, la biologie le découvre de mieux en mieux. Donc le vieil adage que les vertus sont des plis de l'âme, c'est fantastique parce que les biologistes ont trouvé comment c'est un pli de l'âme. C'est un pli du cerveau carrément. Deuxième élément pour l'inné et l'acquis, la masculinité et la féminité sont d'une tâche à accomplir. Donc, nos actes nous façonnent, je viens de vous le dire. Nos actes nous façonnent, et notamment en faisant myéliniser les axones pour que la connexion entre neurones se fasse plus vite, jusqu'à 3000 fois plus vite. Et ça, c'est grâce aux actes que je pose, ça devient de plus en plus aisé. Donc, c'est de l'acquis qui développe l'inné. Et bien comprendre que je ne suis pas homme et femme seulement pour moi, oui, mais pour le bien du couple, de la famille et de la société. C'est motivant. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais ado, je voulais participer à un nouveau monde, à bâtir un nouveau monde. Eh bien oui, ma masculinité ou ma féminité sont là pour permettre de bâtir un nouveau monde. Et donc, l'acquis, c'est ce qui se développe grâce à mon inné, c'est-à-dire des inclinations, des aptitudes qui me sont données à moi uniquement, et à moi homme ou à moi femme, et donc, mais pour la société, pour l'autre. C'est assez extraordinaire. Comme je n'ai plus que 3 minutes, je vais peut-être aller vite. Donc, en somme, doit-on accéder à la demande ? Vraiment, ce n'est pas la bonne solution. Il faut accompagner, accueillir, accompagner. La maturation sexuelle se déroule jusqu'à 22-24 ans. Notre unité se fait par les chromosomes et les hormones, mais nos actes peuvent en bénéficier. La médecine est incapable, elle ne peut donner qu'un aspect. Il faut surtout le faire savoir. La médecine ne sait donner qu'un aspect, au prix de mutilations, d'une stérilité systématique, d'ostéoporose et autres maladies. Et enfin, comment parler du sexe ? Eh bien, je pense vraiment que le langage qu'on va, grâce aux espèces animales, on peut transmettre beaucoup de choses, la complémentarité, le sens de la fidélité, l'importance de la convivialité dans la complémentarité. Et ainsi, quand on arrive à l'être humain, on peut comprendre que l'attrait devient amour, le don de soi, le dépassement de soi, mais commence déjà par ce désir donc qui est écrit dans nos chromosomes. Et en fait, tout ça, j'ai pris ce très beau logo de la grammaire de la vie, donc, qui montre que c'est une dynamique de croissance. Passer de l'inné à l'acquis, c'est travailler pour devenir qui je suis. De la même manière que le jardinier, moi, c'est bientôt le moment où je vais m'occuper de mes tomates, d'ici 3 semaines, 1 mois, là, ça va commencer à me démanger. Et plus je m'occuperai comme il faut de mes tomates, plus elles seront belles, même si je sais que mon voisin, elles sont toujours plus belles et plus grosses. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.